RCN. Le son de la différence. On va pas se raconter d'histoire sur RCN, Philippe Rivet. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 24 octobre 2025, en direct pendant 55 minutes avec un invité, élu local à multiples casquettes, généralement discret, apprécié, entend-on de lui pour son écoute, sa modération, son sens de la mesure, loin des oukases, qui dit fuir le dogmatisme et les positions arbitraires, qui se dit aussi lui-même homme de dialogue et de compromis. On essaiera de comprendre son positionnement au cours de la présentation qui va suivre et de l'entretien dans la foulée. J'ai nommé Bertrand Kling, maire socialiste de Malzéville, vice-président, le 7e dans l'ordre protocolaire, si j'ai bien noté, de la métropole du Grand Nancy, président de Scalen, l'agence économique du Sud-Lorraine, agence qui a fêté avant l'été ses 50 ans d'existence et qui continue de les fêter jusqu'à la fin de l'année d'ailleurs. Peut-être une agence, peut-être loin ou pas assez proche, comme on veut, du citoyen qui peine aujourd'hui à comprendre les strates et les méandres de la sphère décisionnelle qui peut impacter sa vie quotidienne. Bertrand Kling, on a besoin de vos explications. Bonjour Bertrand Kling, merci d'avoir accepté l'invitation. Comment allez-vous ? Très bien, très bien, merci. Est-ce que vous avez fait ce matin vos 50 pompes quotidiennes, comme vous le précisez sur votre CV ? Tous les matins. Rien ne m'empêche de les faire. C'est ce qui vous met en forme pour la journée ? Oui, c'est devenu une habitude sportive. Je suis un adepte, effectivement, de tous les matins d'un peu de gymnastique pour pouvoir lancer la journée. Jusqu'à midi, on va pas se raconter d'histoire sur RCN. Eh bien, on va tenter de ne pas se raconter d'histoire pendant les 50 et quelques minutes qui sont devant nous, conformément à l'intitulé et l'ambition de cette émission. Pour débuter, je vais rappeler rapidement votre parcours. Vous me direz ensuite ce qui vous a conduit à la politique. Vous qui êtes maire depuis 2014, victoire d'ailleurs acquise au premier tour dans une triangulaire. Et vous êtes partant pour un nouveau mandat, j'imagine, à moins que vous le démentiez dans la seconde. Mais... Non, je suis candidat à ma succession. Vous êtes candidat à votre succession. Vous êtes membre du Parti socialiste depuis 2002. Vous menez, dites-vous, d'une tradition familiale de droite. Vous dites aussi que vous n'êtes pas toujours d'accord avec la ligne du parti. Et vous nous expliquerez ce qui peut coincer. Vous êtes né en avril 67. Vous faites encore partie des quinquas, quasiment une jeune pousse quand on observe la moyenne d'âge des élus locaux, et notamment des maires. Et pourtant, vous êtes engagé depuis déjà plusieurs années dans l'action publique. Vous êtes marié, père de 3 enfants, vous avez fait vos études dans le privé à Nancy, puis un DUT de commercialisation, de co, qu'on dit vulgairement, à l'IUT Charlemagne, avant d'effectuer votre service militaire en Guadeloupe. Vous avez voyagé à l'issue, surtout en Afrique de l'Ouest. Vous avez l'âme d'un baroudeur. Ça peut être une qualité en politique à ne pas négliger. Vous avez exercé dans le civil, si j'ose dire, différents métiers, commercial, conseiller dans une mutuelle, puis agent immobilier, avant de lâcher votre carrière professionnelle pour vous consacrer exclusivement à la politique. Faut-il donc en déduire que vous êtes d'accord avec Jean-François Copé quand il déclare que la politique est un métier ? Vous tenez bon le gouvernail, partant pour une nouvelle candidature en mars, vous venez de le confirmer. Vous êtes vice-président de la métropole, vous avez été successivement en charge du programme métropolitain de l'habitat, on y reviendra, du règlement local de la publicité, qui a beaucoup fait causer en son temps, et surtout du PLUI, qui fait moins causer, mais quoique, plan local d'urbanisme intercommunal. Vous assumez depuis un peu plus d'1 an, à la place du maire de Tomblaine, replié sur sa commune, celle de vice-président au sport, grands équipements et événements. Si je fais le point sur vos différents mandats, vous êtes maire de Malzéville, commune d'un peu plus de 8000 habitants, vous êtes vice-président de la métropole, j'avais déjà dit vice-président chargé des finances au SDIS. Le SDIS, c'est le service départemental d'incendie et de secours, où vous représentez la métropole. Vous êtes président d'un établissement public moins connu, Meurthe-Madon. Vous nous expliquerez en quoi cela consiste. J'ai lu qu'il s'agissait d'un syndicat mixte chargé de l'hydrographie, pour faire simple. Est-ce utile ou un machin de plus dans la jungle des organes divers et variés de l'administration de la France ? Bertrand Kling, quelque chose à ajouter ou à retrancher ? Oh non, c'est assez bien résumé et tout est très cohérent parce qu'en fait, nous sommes vraiment sur un territoire
Malzéville, la métropole, le département, la région, mais surtout le bassin de la Moselle, à l'intérieur duquel se situe aussi le bassin de la Meurthe. Et donc ces travaux, l'ensemble de ces travaux, c'est de l'engagement local. Donc on pourra revenir effectivement sur pourquoi aujourd'hui le maire de Malzéville s'occupe de la question de l'eau, des inondations, de la ressource en eau, etc. Tout à fait, nous allons revenir dessus dans quelques instants. Juste une petite question avant d'entrer dans le vif du sujet. J'avais lu que Malzéville perdait des habitants. Vous dites que vous êtes en train de remonter. Quelle est votre explication sur la fluctuation? Est-ce que c'est à l'image de la démographie du Grand Est, qui est plutôt en berne? Alors, pas tout à fait. En fait, on se rend compte dans nos communes la nécessité de construire. C'est souvent d'ailleurs quelque chose qui questionne les habitants. Pourquoi il faut construire encore des constructions? Or, je pense que les plans locaux d'urbanisme ont aussi cette vocation d'accompagner la croissance, alors pas seulement la croissance démographique, mais le renouvellement de l'habitat ou la diversification de l'habitat. Nous sommes sur un territoire à Malzéville qui d'ailleurs une pyramide des âges à l'image de la France, au point que lorsqu'il y a des élections, nous avons l'INSEE ou RTL qui vient dans certains bureaux de vote prendre les 100 ou les 200 premiers bulletins. Une ville test. Une ville test. Et nous avons aussi besoin de logements sociaux. Aujourd'hui, la ville de Malzéville compte 24% de logements sociaux. Donc nous remplissons les obligations de la loi SRU, puisque c'est 20%, mais cette nécessité, elle est aussi du fait d'évolution sociétale. Il faut savoir qu'aujourd'hui, puisqu'on a un peu, vous avez évoqué le plan métropolitain de l'habitat, un des constats du plan métropolitain de l'habitat, c'est que le dégrappage familial, on va appeler ça comme ça, qui consiste avec notamment les séparations des familles, à construire pour offrir des solutions de logement aux gens. Et c'est de notoriété publique aujourd'hui, sur la métropole, mais en France en général, il y a un manque de logements sociaux. Et si vous ne construisez pas, vous voyez votre population diminuer. C'est inéluctable, avec son corollaire de difficultés de classes qui peuvent fermer, d'écoles qui seraient en sursis, et c'est toute la vie locale, économique, associative qui s'en trouve impactée. Mais il y a un grand débat, c'est l'artificialisation des sols. Alors on peut faire intelligemment, et d'ailleurs ça sera l'occasion de revenir sur le PLU, le PLU intercommunal de la métropole du Grand Nancy. Commençons par récupérer ces friches urbaines dont le territoire métropolitain est plutôt doté de façon importante, par un passé industriel, et la ville de Malzéville tout particulièrement. Donc là où nous construisons aujourd'hui, ce ne sont pas sur des espaces naturels ou agricoles qui sont sanctuarisés, mais ce sont bien sur des espaces de reconquête de friches urbaines. On va reprendre maintenant ou prolonger un certain nombre de thèmes, esquissés dans votre portrait que vous venez déjà aussi d'amorcer. Mais d'abord, quand on entend que 40% des maires n'envisageraient pas de se représenter, que 40 maires démissionnent chaque mois, d'après des statistiques publiées, je crois que c'était par les Échos, si je ne me trompe pas, qu'est-ce que ça vous inspire alors que le Sénat se penche actuellement sur le statut de l'élu? Est-ce que le maire, qui reste l'élu le plus populaire, d'après tous les sondages, le plus à portée de baffe ou tout, c'est un sacerdoce Oui, on pourrait parfois dire ça. Je vais en choisir un vocable élégant. Il faut aimer les embêtements, si vous voulez. Mais vous voyez bien quel adjectif je voulais employer, moins poli. En fait, il faut être passionné, ça c'est sûr. Et il faut aimer la difficulté, parce que sans quoi, chaque jour amène son lot de nouveautés, de situations complexes à gérer. C'est pas très encourageant, ça, quand si on a des candidats potentiels là, qui vous écoutent, qui disent finalement, m'engager en politique, c'est pour prendre quel tableau des baffes, il dresse. Mais c'est passionnant. Mais c'est passionnant parce que c'est gratifiant. En fait, travailler à l'échelon local, c'est travailler en direct avec ses concitoyens, avec ses associations, ses entreprises, ses commerces, et puis des collègues, puisque nous avons la chance, nous, d'être au sein d'une intercommunalité, la métropole du Grand Nancy. Donc, c'est aussi une aide, un accompagnement en termes d'ingénierie ou de projet. C'est très gratifiant parce que vous voyez rapidement l'effet de votre politique. Vous rendez les gens heureux, vous essayez en tout cas, mais par tout un tas d'actions ou de manifestations, vous voyez que la ville, elle vit,
et les gens se plaisent à être là. Je sais, parce qu'on me le dit souvent, et notamment j'avais récemment la journée des nouveaux arrivants malzévillois, les gens ne viennent pas par hasard habiter à Malzéville. On me dit, mais on recherche cette âme malzévilloise, ce gros village, on va dire, cette ville à la campagne, très proche finalement du cœur du réacteur de la ville de Nancy, qui est la place Stanislas, puis en même temps, le plateau de Malzéville, les bords de Meurthe, Pix-Récourt, enfin cette nature. Vous êtes un excellent avocat de votre commune, mais sur le fond, vous êtes conseiller, vous avez été conseiller municipal en 95, hein, oui. Donc ça fait 30 ans. Est-ce que vous sentez une évolution dans les fonctions d'élu local? Est-ce qu'aujourd'hui, maire, c'est devenu un vrai métier? En tout cas, c'est très exigeant. Ça prend énormément de temps. Si on veut faire bien les choses, il faut donner de son temps. Donc ce sont des gros horaires, il faut le dire, et en même temps c'est un engagement au service des autres, comme je l'ai dit, très gratifiant parce que... Qu'est-ce qui vous a conduit à la politique là? Parce que vous dites que vous venez d'un milieu familial de droite, vous penchez à gauche, finalement vous vous intéressez à la chose publique. Qu'est-ce qui peut motiver alors, du fait, c'est gratifiant, mais concrètement, qu'est-ce qui est... Alors, si je rentre même dans plus de détails sur mon histoire familiale, ma famille adoptive est de droite, ma famille biologique est de gauche. Vous voyez, alors finalement, c'est pour ça que j'aime peut-être parfois ce dialogue ou cette synthèse possible avec des gens qui ne pensent pas la même chose que moi. L'envie de m'engager. Quand je suis allé voir le maire de Malzéville, de ma commune de l'époque, Jean-Paul Bolmont, c'était dans l'hiver 94-95, je suis allé le voir en lui disant, il était un peu surpris, je m'en souviens, que j'avais envie de m'engager parce que j'avais envie d'être acteur et pas seulement spectateur de ce qui se passait autour de moi. D'ailleurs, mon envie de m'impliquer, elle vient de là. Parce que je pense que c'est dans mon tempérament... intrinsèque, je veux dire, je suis pour les engagements ou en tout cas envie d'agir. Et puis je me suis pris au jeu, j'ai envie de dire, ça m'a vraiment passionné. Tous les dossiers m'ont intéressé. Je pense que je suis un curieux de l'action locale. Tous les sujets, on a balayé tout à l'heure un certain nombre de délégations à la métropole. C'est vrai qu'à chaque fois que le président m'a sollicité pour une action, vous avez répondu présent. Là. Ça me plaît. Donc, pouvoir donner de son temps pour une action au service du bien public, de l'action publique... Mais ça oblige à laisser de côté ses activités professionnelles à un certain moment? Eh bien, c'est la multiplicité des engagements qui m'a contraint à cela. Parce que, en tant qu'agent immobilier, je m'étais obligé à ne pas travailler sur le territoire de la métropole du Grand Nancy. Rien ne m'obligeait à sortir de ce secteur, parce que c'est légalement possible de le faire. Je trouvais que le mélange des... de plus savoir... Il y avoir un mélange des genres. Possible, parce qu'après, les personnes ne savent plus qui elles rencontrent. Ouais. Et donc, j'allais travailler à l'extérieur. Quand on m'a sollicité, après la vice-présidence, ça c'est lié au passage en métropole en 2016, à l'initiative d'André Rossino, qui a ouvert à la minorité l'exécutif de la métropole du Grand Nancy. C'est surtout quand j'ai eu en gestion la question des inondations via ce syndicat intercommunal, le PTB, où je travaille sur un secteur très très grand, puisque... Donc on a un mot, le PTB. Alors l'établissement public territorial de bassin, on pourrait dire encore un zinzin de plus. Concrètement, en quoi ça impacte la vie quotidienne ou l'environnement immédiat des habitants? Alors, peut-être revenir sur, historiquement, c'est l'État qui gérait ces compétences-là. Gestion des milieux aquatiques, protection contre les inondations. Au 1er janvier 2018, l'État transfère cette compétence aux intercommunalités qui commençaient à s'organiser parce qu'on voyait arriver cette compétence. Et donc, dès le mois d'avril, nous avons, avec 15 autres intercommunalités, sur tout le linéaire de la Meurthe, donc de la source au Valtin jusqu'à la confluence à Custine, et la même chose sur le Madon, décidé d'unir nos forces pour pouvoir envisager de gérer cette compétence. Gérer la compétence, ça veut dire engager des travaux. La protection contre les inondations, sur Nancy, on connaît bien pour avoir vécu décembre 82, mars et mai 83, les travaux qui ont été engagés à l'époque par le district urbain, financés 100% par le district urbain, qui mettent à l'abri la métropole du Grand Nancy contre des crues dites trentenales, voire cinquantenales. Mais simplement, à l'amont, ce n'est pas le cas.
Et la dernière crue importante qui remonte à octobre 2006 a mis gravement en tension des communes Baccarat, Lunéville, Étival, Clairefontaine, Saint-Dié, et puis très proche de la métropole, Saint-Nicolas-de-Port et surtout Varangéville. Et donc la nécessité de se grouper pour envisager des travaux, pour protéger... des travaux qu'une commune ne pouvait pas supporter. Et même qu'une intercommunalité ne peut pas supporter. Et parce que les travaux qui consistent à faire ce qu'on appelle des zones de ralentissement dynamique des crues sont des ouvrages qui sont on va dire des barrages avec un pertuis ouvert pour laisser s'écouler l'eau. On ne stocke pas l'eau, mais on gère la vitesse de la crue. Mais ces ouvrages très importants, ils sont à réaliser très à l'amont. C'est pas quand on arrive sur le territoire métropolitain. Et puis, les gens de Baccarat, ils veulent être aussi protégés. Les gens de Lunéville, de tout le linéaire. Et pour être concret, si je faisais un peu de mauvais esprit, est-ce que c'était pas suite au constat qu'un certain nombre de maires avaient été, on va dire, plutôt libéraux dans l'octroi de permis de construire dans des zones inondables? C'est un vrai sujet. Alors, ici, un peu, mais plus on descend vers le sud, et plus ce sujet est prégnant. Si vous allez, par exemple, dans le sud-est de la France, et là, on a quelques exemples avec des cours d'eau très colériques, d'ailleurs, beaucoup plus, qui réagissent beaucoup plus vite aux intempéries que les cours d'eau que nous avons dans nos régions. Évidemment, le prix du foncier, la pression sur le prix du foncier a fait que l'urbanisation s'est faite peut-être même parfois dans le lit mineur, c'est-à-dire très très proche de la rivière, avec toutes les catastrophes. Et quand on revient sur les régions, est-ce que c'est pas parfois une pression trop forte, la pression du foncier, auquel les maires ne peuvent pas ne pas céder en disant voilà, si tu construis pas, si tu n'accordes pas tel permis, l'école va fermer, etc. Il peut y avoir ce risque-là. Il peut y avoir aussi une pression des habitants. La pression, elle peut être multiple. Le maire qui, des fois, veut développer sa commune et cherche un foncier qui peut se raréfier. Heureusement, les services de l'État veillent. Mais également, aujourd'hui, les PLU, les schémas de cohérence territoriaux, les SCOT, veillent aussi à ce qu'on soit très vigilant. Et aujourd'hui, ce n'est plus possible. Aujourd'hui, c'est plus possible. Aujourd'hui, c'est plus possible. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas des tentations de grignotage, mais celui qui fait ça, il se met grandement en danger. Pénalement, je parle évidemment. Le maire qui viendrait à délivrer un permis... Je pense aujourd'hui aussi qu'il y a un certain nombre d'associations qui sont très vigilantes à cette préservation-là. Donc, quand on fait de la prévention ou de la protection contre les inondations, on traite ces questions. Et puis, on fait aussi de la gestion des milieux aquatiques. Alors, c'est une belle appellation. Oui. Renaturer nos cours d'eau, ramener de la biodiversité dans les cours d'eau, ça a un impact modéré sur les inondations, mais ça a surtout un impact sur la faune et la flore. Ça a un impact sur la qualité de l'eau. Aujourd'hui, on le voit bien, l'eau qu'on boit... Elle est prise sur le territoire métropolitain. Ça vient de la Moselle. Demain, en parallèle aussi avec un captage sur la mer. Est-ce que l'eau de Nancy, de la métropole de Nancy, est de bonne qualité là? Oui, tous les ans, il y a un rapport annuel qui vient confirmer ça. Vous savez qu'on a une magnifique usine à Vendeuvre, l'usine Imbeau, qui traite l'eau qui est prise en surface sur la Moselle, avec tous les jours des analyses, une surveillance extrêmement importante. Je pense que s'il y a bien une compétence, d'ailleurs c'était la première dont s'est saisie la métropole de Grand Nancy, l'assainissement et l'eau, c'est une reconnaissance du territoire métropolitain pour la qualité de son traitement de l'eau et de son prix aussi, parce que le corollaire, c'est celui-là. Donc, ce que vous allez m'expliquer finalement, c'est le cumul, parce que vous cumulez, vous êtes maire, vice-président, président. Oui. Le cumul, c'est pas toujours bien compris par les Français, c'est même... c'est même un point de plus que de vigilance, parfois en disant oui, les élus cumulards, on en a assez. Comment vous réagissez là-dessus ? Alors c'est pour ça que tout à l'heure j'ai voulu dire, et quand on m'en parle, c'est ce que je présente. Quand je suis à la métropole du Grand Nancy, je ne travaille pas pour Malzéville, je travaille pour le territoire métropolitain, mais automatiquement ça rejaillit sur ma commune. Quand je suis au SDIS pour traiter des questions, alors là, des questions financières du SDIS, ça veut dire des équipements, de tout ce qui va faire que l'intervention des pompiers va pouvoir être la plus efficace possible et la plus rapide possible. C'est aussi pour le territoire que je travaille. Est-ce que le SDIS a suffisamment de financement ? C'est un vrai sujet. Aujourd'hui, les SDIS sont
sous tension, on peut le dire. Alors, il y a évidemment une participation de l'État, il y a surtout une participation des départements et des intercommunalités. Quelques communes, toutes n'ont pas transféré cette compétence à leur intercommunalité sur le département de Meurthe-et-Moselle, mais on le voit bien, la mise sous tension des finances des départements met sous tension les SDIS. Aujourd'hui, on a un modèle français qui fonctionne, qui est très décentralisé, je trouve que c'est une bonne chose, qui fonctionne bien, qui fonctionne aussi parce que nous avons des volontaires. Ça, c'est un modèle franco-français qui n'est pas toujours bien compris au niveau européen, à Bruxelles. Nous sommes parfois regardés comme un système hybride, mais le système français, il est quand même aussi reconnu pour son efficacité. Vous voyez bien les feux de forêt dans le sud. D'ailleurs, nos pompiers vont dans le sud aider ou ailleurs. Tout à fait. Et quand il faut faire des fois des interventions à l'extérieur suite à des catastrophes, nos pompiers se mobilisent. Donc il y a un savoir-faire qu'il faut absolument conserver. Ça a un prix, mais c'est le prix de la sécurité de nos concitoyens. Vous dites, bon, c'était décentralisé, c'est très bien. Vous êtes plutôt un Girondin qu'un Jacobin? Oui, moi je me méfie de... Oui, ça c'est clair. Le jacobinisme, on en souffre et parfois... Je regarde les lois de décentralisation des débuts des années 80. Nous ne sommes pas allés au bout de la décentralisation. On a fait une première étape. Je pense qu'il faut vraiment aller plus loin. Et aller plus loin, ça veut dire quoi Je pense qu'il y a un certain nombre de compétences qu'il faut réellement transférer. Par exemple Par exemple, on sait que sur le développement économique, sur tout ce qui a trait à l'écologie, les régions sont compétentes. Mais oui, les régions sont compétentes déjà sur le développement économique. Ça peut être le bon échelon, non? Oui, mais je pense que par subsidiarité, il faut que ça redescende sur les territoires. Parce qu'en fait, ou alors on a des régions beaucoup plus puissantes qui accompagnent plus précisément les territoires, ou alors, en fait, on se rend compte que l'État garde toujours une main, est toujours dans la boucle de la discussion, et rien ne peut se faire Est-ce qu'il faut clarifier les compétences et qu'il y ait des compétences spécialisées en fonction des strates ou des partages? Comment vous voyez ça? Et puis, oui, tout à fait. Je pense que partage ou spécialisation de compétences? Alors moi, je pense que des spécialisations de compétences, notamment aux intercommunalités. Je pense qu'aujourd'hui, l'intercommunalité, c'est le bon espace de décision pour le développement économique, pour l'action sur les questions du logement, sur la planification en termes d'urbanisme. Tout à fait. Je pense qu'il faut qu'on aille peut-être encore plus loin. Qu'est-ce que doivent faire les intercos alors? Parce que les intercos sont perçus comme lointaines. On va prendre l'exemple de Nancy. Si on veut demander pour des travaux, de dire « Ah bah oui, mais ça regarde la mairie. Ah non, mais là, ça a plutôt une compétence à la métropole. » Je veux dire, comme citoyen de base, on n'y comprend pas grand-chose. On fait une demande et après, on nous explique que les dossiers sont instruits, reviennent à la mairie, etc. Comment faire pour que ce soit un peu plus transparent et un peu plus clair pour le citoyen? Alors moi, je pense qu'il faut un guichet unique. Et il existe ce guichet unique. La compétence, elle est métropolitaine. La commune, son rôle, c'est d'accompagner, c'est d'être facilitateur. Mais si la commune, et c'est souvent peut-être un écueil ou un défaut de certains élus, c'est de vouloir garder la main sur... Alors, la main, ça veut dire la codécision. Aujourd'hui, l'intercommunalité, c'est un espace de codécision. Mais laisser croire que c'est la commune qui va faire ou qui va... qui agit directement, c'est faux. Elle est évidemment là, vous parlez pour la métropole de Nancy. Là. Pour la métropole de Nancy, selon les compétences. Selon les compétences. Voilà, parce que tout le monde n'a pas transféré les mêmes compétences. La métropole du Grand Nancy, une métropole très intégrée, fiscalement principalement. Quasiment 70% des compétences sont à la métropole. En milieu rural, les intercos, c'est plus discuté. On pense déjà à son clocher et on ne comprend pas toujours les décisions de l'interco. Oui, et les maires disent souvent, bah non, c'est pas de ma faute, c'est de l'interco. Ce qui est quand même un peu commode. Oui, c'est ça. C'est souvent commode de le dire. Je pense que tout à l'heure, quand vous faisiez état de 40 maires qui démissionnent quasi quotidiennement. Alors, pas quotidiennement, ça serait une horreur. Tous les mois, pardon. Mais en tout cas, on a vu un nombre de démissions important. C'est parce qu'aujourd'hui, il reste 34 800 communes. On dit toujours 36 000, mais il y en a eu un certain nombre qui ont fusionné.
les communes, les maires qui se retrouvent souvent sous tension de cette manière-là, sont des petites communes, sont souvent des communes rurales, parce qu'elles manquent d'ingénierie. Il n'y a pas de budget, on ne peut rien faire. Les gens sont à un niveau d'exigence qui va croissant, avec notamment des fois des urbains qui viennent en milieu rural et qui attendent des services un peu comme ils l'avaient précédemment, ce qui est totalement impossible. Mais il y a des tailles d'interco, je crois que c'est en Moselle, dans le Saulnois, il y a 150 communes qui sont dans une interco. Enfin, parce que ça s'est fait au forceps souvent. C'est démentiel, ça, quoi. Oui. C'est ingérable. C'est ingérable. C'est toujours le problème de la limite. On a voulu faire des intercommunalités en nombre d'habitants, ce qui n'est pas complètement incohérent en théorie. Mais là aussi, c'est une décision très jacobine qui descend. Et puis, dans les faits, sur le territoire, ça fonctionne mal. En même temps, ce sont de très jeunes intercommunalités. L'intercommunalité, ça s'apprend. La métropole du Grand Nancy, ça fait plus de 60 ans maintenant. Et on n'est pas parfait. Est-ce qu'il faut étendre la métropole? Il y a eu les projets sur André Rossino, éventuellement de fusionner avec Saint-Nicolas, avec Neuf-Maisons ou avec le bassin de Pompée. Est-ce qu'il faut plutôt fusionner et faire une super grande métropole, ou c'est plutôt des conventions? Comment vous voyez les choses? Moi, je ne crois pas aux fusions. Ou alors, pour se marier, il faut être deux à dire oui. On sent bien que nos voisins, d'ailleurs, ont été un peu échaudés par ces propositions directes ou indirectes qui ont été faites par le passé, sont un peu méfiantes pour certaines. Donc, il y a une confiance à retrouver. Je pense qu'aujourd'hui, cette confiance, elle se retrouve plutôt et à entretenir par des contrats de coopération. C'est ce que la métropole fait. Sur des compétences qu'on va mettre en partage, la question des transports, la question de la mobilité, par exemple. C'est le cas avec Pompée, là. Tout à fait, et ce qui est très cohérent, parce que les habitants de Pompée, leur bassin de vie, notamment pour ce qui est des loisirs, etc., c'est la métropole du Grand Nancy, c'est même le cœur de Nancy. Donc il y a cette force d'attractivité de la ville-centre qui fait que, oui, on a besoin de travailler ensemble sur un certain nombre de sujets, de mettre en commun des pratiques ou des compétences sur des contrats très ponctuels. Moi, je crois plus à ces coopérations-là qu'aux fusions. Il nous reste encore quelques instants pour aborder un autre gros dossier que vous connaissez bien, qui est Scalene, là, puisque vous présidez Scalene. Pour expliquer ce que c'est une agence qui a 50 ans. À quoi ça sert? Quels sont, là aussi, les débouchés concrets? Est-ce que c'est uniquement un organe pour brasser du rêve, des projets à 50 ans aussi? Ou concrètement, en quoi ça impacte la vie quotidienne, l'environnement de nos concitoyens? Alors, c'est vrai que pour le citoyen, c'est lointain. Et c'est bien normal parce qu'en fait, l'agence, elle s'adresse d'abord aux communes, aux intercommunalités qui sont membres. Elle travaille, alors moi, j'ai pris l'habitude de dire que c'est en même temps un think tank, un espace de réflexion pour préparer les grands projets, pour accompagner les projets ou les transformations. Et puis en même temps, c'est de l'ingénierie qui va venir aider les communes et les intercommunalités sur les questions de mobilité, sur les questions d'urbanisme, de logement, de prospective. Typiquement, nous sommes sollicités par des communes ou des intercommunalités. Donc sur le flanc sud de la Lorraine, c'est-à-dire que vous travaillez avec les Vosges. Sud Lorraine, voilà. Alors aujourd'hui, d'ailleurs, le rayonnement de l'agence Scalene, c'est au-delà de l'ère nancéenne, puisque précédemment, la Duane, c'était l'ère d'urbanisme, l'ère nancéenne. Aujourd'hui, nos amis vosgiens sont partenaires, sont membres adhérents pour un certain nombre, et on travaille très étroitement avec eux. Parce que nous sommes convaincus, toutes et tous, du nécessaire développement de coopération sur le sud lorrain. Le nord lorrain, j'ai envie de dire, au-delà de Pont-à-Mousson, dès qu'on franchit et qu'on arrive en Moselle-sur-Metz, nos amis mosellans et également de Thionville, eux, ils regardent vers le nord, ils regardent vers le Luxembourg, qui a une force d'attractivité très importante. Et quid de l'espace sud-lorrain? Et les sud-lorrains veulent aussi travailler sur les questions de logement, sur les questions de mobilité, sur les questions de transition écologique, sur les questions de santé, de désertification médicale. Donc l'agence Scalene, elle est là avec des techniciens et ingénieurs. Ils proposent des études, ils proposent de l'expertise pour les communes, les intercommunalités. Et l'idée, c'est de les accompagner dans leurs décisions
Alors, on prend des exemples. Je disais, par exemple, sur la question de l'école. Aujourd'hui, vous avez un certain nombre de communes ou d'intercommunalités qui veulent faire du regroupement scolaire et qui s'interrogent. Ces regroupements pédagogiques intercommunaux, une compétence dont s'empare un certain nombre d'intercoms, mais pas toutes. Pas toutes. Mais les communes aussi, parce que quand on construit dans sa commune, on se dit, si je construis 100 logements, je vais gagner combien d'habitants? Est-ce que ça va avoir un impact sur mes écoles? Et en fait, c'est très intéressant parce qu'on voit que la société, elle évolue très très vite. Tout à l'heure, je parlais de dégrappage et surtout de cette évolution sociétale qui fait qu'un couple sur deux aujourd'hui va se séparer au cours de sa vie maritale et qui fait que quand vous construisez un logement, vous ne gagnez pas forcément d'habitants parce que au départ la famille est 4 ou 5 dans un logement, puis demain ils sont le même nombre mais dans 2 logements différents puisque le mode de garde privilégié c'est la garde alternée pour que les enfants restent dans les mêmes écoles, gardent la même vie associative, etc. Ce qui fait que quand on construit dans une commune, on construit 100 logements, on n'a pas forcément un gain de 100, 200 ou 300 habitants. Un bon exemple qui est la ville d'Essey-les-Nancy que tout le monde connaît bien. À Essey-les-Nancy, entre 2006 et 2016, ont été construits 800 logements. Eh bien, combien d'habitants ont-ils gagné en 10 ans? Vous savez me le dire. Eh bien, 200 habitants. Pourquoi? C'est parce que, alors déjà, c'est sur le territoire. Ça veut dire que dans certains quartiers, les gens sont partis, le renouvellement ne s'est pas fait. Mais ça veut dire que ce dégrappage familial fait que... Donc ça, c'est un des principaux sujets de réflexion de c'est de la réflexion et ça aide à la décision, bien évidemment. Parce que ça veut aussi dire qu'on a besoin de construire pour répondre à cette demande-là. Mais ça veut dire aussi que on a besoin d'observer comment vit le logement. Aujourd'hui, on voit que toutes les zones pavillonnaires sont en train de souffrir parce que le renouvellement, il ne se fait pas avec des familles. Acheter une maison aujourd'hui sur le territoire métropolitain, quelle que soit la commune, s'il y a un bout de jardin, que le quartier est sympathique, c'est pas quand on est jeune ménage qu'on arrive à acheter. C'est quand on a déjà 45, des fois 50 ans, que les enfants sont soit au lycée, soit en fac. Et donc, il n'y a plus d'enfants qui rentrent dans les écoles. Donc, tout ça évolue très vite et on a besoin de l'accompagner. Je vous donne cet exemple du logement, mais sur les questions de santé, c'est la même chose. L'expertise de Scalen, j'avais noté aux 50 ans de Scalen avant le mois de juin, vous aviez fait une grosse manifestation à la mairie de Nancy. J'avais noté qu'il y avait des élus de droite, de gauche qui coopéraient sans que ça pose vraiment de problème. Comment c'est possible au niveau de Scalen, c'est pas possible ou c'est plus difficile dans la vie dans la vraie vie, la vraie vie politique. Dans la vraie vie politique, parce que sur le diagnostic, il y a beaucoup de puis il y a des diagnostics devant lesquels il n'y a pas trop de discussion possible, parce qu'on a tous besoin d'être nourris de ces informations-là. Parce que on se rend compte que sur nos territoires, si on commence à se chamailler, le monde, il n'attend pas, quoi. L'évolution, elle est là. C'est le territoire qui perd. C'est le territoire qui perd. Quand je vous dis que le sud lorrain a besoin de s'organiser, c'est parce que nos amis mosellans, ils s'organisent. Nos amis alsaciens, depuis de toujours, même s'ils se chamaillent beaucoup, ils savent s'organiser. Du côté de Châlons et de Reims, on regarde un petit peu vers Paris. Et donc, quid de cette partie-là du territoire? Il faut que nous travaillions ensemble. Et puis, dans la famille républicaine, heureusement qu'on arrive quand même à trouver des dénominateurs communs pour travailler sur des questions de mobilité, des questions de santé, de logement, d'écologie. On reviendra dans un instant sur la notion de famille républicaine et sur quelques sujets de Scalen. On va faire une respiration musicale. RCN, on va pas se raconter d'histoire. Philippe Rivet. Nous sommes en compagnie de Bertrand Kling, maire socialiste de Malzéville, vice-président de la métropole. Nous sommes encore ensemble pour un gros quart d'heure. Et nous allons revenir justement sur l'une des responsabilités de Bertrand Kling, qui est Scalen, l'agence d'ingénierie qui est moins connue du grand public, mais qui est un peu le centre de réflexion pour les communes du sud Lorraine, qu'elles soient de droite, de gauche, Meurthe-et-Mosellane ou Vosgienne. Il y avait un débat qui avait été amorcé lors des 50 ans. Là, c'était l'hydrogène, là, qui avait apparemment impressionné Mathieu Klein, puisque c'est le maire de Nancy lui-même qui avait amorcé la pompe, si j'ose dire. Mais est-ce que c'est une chance pour la Lorraine? Son sous-sol regorgerait d'hydrogène, mais comment aller le chercher? Et c'est un sujet aujourd'hui très controversé. J'ai
lu dans un article, j'ai retrouvé un article du journal L'Opinion de 21 juillet, c'est Stellantis qui s'est engagé dans l'hydrogène en 2021 à renoncer suite à l'absence de perspective à moyen terme. Hein. Je cite la direction de Stellantis. Renault est sur la même ligne, Airbus aussi, parce que les coûts d'innovation sont jugés trop élevés. En revanche, Air Liquide, Total, EDF resteraient intéressés, mais à quel prix ? Comment on fait pour récolter, je mets des guillemets, l'hydrogène C'est justement toute la question, en espérant que cette bonne nouvelle, est-elle une bonne nouvelle ? On pense que oui, parce que on a besoin de chercher des énergies nouvelles. On sait bien que toutes les énergies fossiles ont un temps limité, qu'elles sont sujettes aux crises, et donc on a besoin de trouver des alternatives. On espère que ça ne sera pas un miroir aux alouettes, parce que l'annonce qui est faite est séduisante en théorie. Moi, je ne suis pas... j'ai pas de formation pour me permettre de donner un avis technique sur le sujet. D'un point de vue politique, évidemment que cette exploration, elle est intéressante, elle est souhaitable, elle va coûter énormément d'argent, on le sait. On sait aussi que dès qu'on parle d'extraction dans les sous-sols, se posent aussi beaucoup d'autres questions. J'ai dit tout à l'heure que je travaillais sur les questions de l'eau, par exemple, et de la ressource en eau. On sait que ça a aussi des impacts sur ces questions-là. Il y a des partenaires qui sont des partenaires, vous avez cité EDF, par exemple. EDF, il regarde un petit peu, effectivement, de manière large. Quand je travaille sur les questions de l'eau, par exemple... EDF a dit son intérêt pour l'hydrogène, mais sans trop se mouiller, si j'ose dire. Là. Mais parce qu'elle ne peut pas ne pas dire... Il faut qu'elle soit dans la course. Il y a eu des constructeurs automobiles, mais aujourd'hui, les constructeurs automobiles, vous voyez bien, certains voudraient revenir au thermique. Peut-être que les décisions qui ont été prises ont été des décisions un peu rapides, avec des échéances certainement trop courtes. Ça illustre bien d'ailleurs l'ambiance du moment. 2035 pour le tout électrique, on est en train de revenir dessus. Mais certainement qu'il faut aller plus doucement, parce que le risque économique, la tension que ça va mettre sur nos constructeurs, elle va être terrible. Et puis on sait que ceux qui engrangent les bénéfices sont les constructeurs chinois, pour dire très clairement les choses. Et donc si on veut plus d'industrie automobile, c'est certainement... il faut maintenir cette rapidité. Donc, c'est ce que personne ne veut, ou en tout cas n'annonce. Donc, tous ces sujets, on l'a vu avec l'éolien. Il y a eu une période, il y a encore 15 à 20 ans, l'éolien s'était présenté comme quelque chose d'extraordinaire. On connaît les limites de l'éolien aussi, aujourd'hui. C'est une énergie... ça fait partie de la pluralité des sources d'énergie, mais ça ne peut pas être la solution, ce n'est pas la panacée, avec des coûts, notamment des coûts de maintenance. Donc là, il y a une analyse coût-bénéfice qui est à faire, l'extraction, la gestion, l'utilisation, c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, on a besoin d'être un peu rassuré sur la suite, comment ça peut se dérouler. Mais c'est une bonne nouvelle pour les Lorrains, puisque... c'est aussi l'histoire du passé minier. Il revient. On peut faire confiance à la science là, pour innover là-dessus. Je pense qu'il faut faire confiance à la science, oui. Et tout à l'heure, on parlait d'ambiance un petit peu difficile en ce moment. Même la science est remise en cause. D'ailleurs, depuis la Covid, vous voyez bien, un scientifique qui prend la parole, la première des réactions d'un nombre important de personnes, malheureusement, c'est de mettre en cause ce qu'il dit. Alors, la science, elle a besoin d'être confrontée aussi à la contradiction. Mais de là à mettre en doute, je pense que on est dans une période qui est une période un peu compliquée de ce point de vue-là. Donc faisons confiance. D'ailleurs, en règle générale, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Et puis, il y a aussi des garde-fous. Les collectivités, l'État, un certain nombre de structures. Vous dites la période compliquée, c'est compliqué aussi en politique, ou pour parler de politique. J'ai hésité avant d'aborder la question politique, parce qu'on sait qu'il y a un rejet massif du politique, mais il nous reste une dizaine de minutes. Je crois que la politique, ça peut être noble, ça concerne tout un chacun. Est-ce que vous comprenez néanmoins le rejet des partis, le rejet du politique, le rejet des politiques par les Français ? Oui, tout à fait. Tout à l'heure, on a parlé de jacobinisme, c'est-à-dire ce centralisme parisien. Les décisions qui descendent, et puis le spectacle qui est donné en ce moment. Quand je dis spectacle, c'est un triste spectacle. Ça dégoûte. Moi qui aime le débat politique, quand des fois j'essaye de suivre une émission, quelle que soit la chaîne, pour voir un peu de ce qui se dit, mais des fois, au bout de 5 ou 10 minutes, j'en ai ras la casquette. Vous décrochez. Si moi, je ressens ça,
le citoyen qui est déjà peu intéressé par le débat, il doit être complètement écœuré. Donc, vous avez une masse importante aujourd'hui de gens qui ont décroché complètement, qui ne croient plus. Et tout à l'heure, je parlais de l'engagement local. L'engagement local, il est épargné. Parce que... Vous avez parlé d'élus républicains. C'est quoi un élu républicain? Est-ce qu'il y a un arc républicain, comme dit Emmanuel Macron là? Est-ce que... Oui. Alors, je lui laisserai la formule, mais oui, il existe cet arc républicain. Qui va d'où à où pour moi, il écarte certains éléfistes, je dirais, peut-être pas tous, parce que dans la famille éléfiste, il y a aussi une diversité des fois assez étonnante. Je dirais que les meilleurs sont partis d'ailleurs, ou ont été écartés. On pense à certaines personnalités au discours intéressant. Et puis le Rassemblement national qui, par son histoire, par sa... est hors du champ républicain, très clairement. Pour vous, il est aux portes du pouvoir. Oui. Ça vous inquiète? Vous pensez qu'il n'y a plus de plafond de verre? Je pense que ce plafond de verre, il se réduit. Je crois aussi que les campagnes électorales successives, le front républicain est de plus en plus fragile. Ce qu'on vit depuis un certain nombre d'élections, je crois, pour y avoir réfléchi avec plusieurs collègues récemment, que depuis 2005, depuis le traité constitutionnel, il y a quelque chose qui a été cassé avec le citoyen. Et c'est en train de prendre de plus en plus de place. Et cette méfiance, ce front républicain qui s'effrite, il faut le dire, mais ceux qui en ont bénéficié, revenons en 2024, vous avez des députés LFI qui ont été élus avec des voix de droite contre le Rassemblement national. Vous avez des députés LR qui ont été élus grâce à des voix de sympathisants LFI contre des candidats du Rassemblement national. Si demain, ces personnes, elles n'arrivent pas à au moins chercher des compromis pour éviter la cacophonie et le bazar dans lequel nous sommes d'un point de vue budgétaire, notamment, mais c'est qu'un élément parmi d'autres, mais c'est quand même un élément important, mais les gens ne comprennent plus. Pourquoi mon vote? Pourquoi ce front républicain? À quoi il sert? Uniquement à écarter du Rassemblement national. Alors, le Rassemblement national, c'est le choix des citoyens. Si on est démocrate, si on est républicain, on doit aussi le respecter. Et moi, je combats les idées. Je combats le projet, le programme. Mais à l'échelon local, quand on en discute avec nos concitoyens, ils l'entendent parfaitement. Et même si on n'est pas d'accord, ils le comprennent. Dès qu'on quitte l'échelon local, on voit que il y a une espèce de purée de poids, les gens ne comprennent plus rien. On a senti qu'au niveau national, la mésentente, on constate la mésentente entre le PS et LFI, c'est vraiment même le divorce. C'était pas le cas en 2022. J'ai retrouvé des archives où vous appeliez à voter pour Nordine Jouira, qui était candidat LFI. Vous êtes dit, c'est une chose imposée par le PS. Vous êtes allé à reculons, ou vous êtes fait violence. Comment qu'on voit avec le recul, là, vous avez dit, c'est une erreur. Non, c'était pas une erreur. C'était aussi, comment dire, le résultat d'échanges et d'un dialogue authentique qui a existé, local. Ouais, ça, c'est la langue de bois, ça, quand même. Non, le candidat, il avait été imposé par LFI. Alors, LFI avait imposé son poste. C'est sûr qu'ils voulaient imposer leur candidat. Après, qui on mettait en face et pour quel objectif? Ça s'inscrivait ça s'inscrivait dans une globalité aussi, mais localement et avec Nordine, les échanges étaient plutôt consensuels, j'ai envie de dire. Moi, je suis d'une gauche réformiste, pas de la gauche radicale révolutionnaire. Je pense qu'il y a des ponts existent. Après, c'est des fois un peu au cas par cas. C'est difficile au niveau national. Dès qu'on regarde ça au niveau national, les choses sont un peu brouillées. Est-ce que vous sentez aujourd'hui encore des points communs avec LFI? Sur certains sujets, oui. Sur d'autres, pas du tout. Les outrances... LFI, c'est pas que Mélenchon, mais c'est beaucoup Mélenchon et son aréopage installé par lui, d'ailleurs. C'est une secte? Non, je dirais pas ça. Non, mais je pense que c'est une gauche radicale qui s'empare d'un certain nombre de sujets. Je n'ai pas du tout apprécié les positions sur le conflit israélo-palestinien. Je trouvais qu'il y avait une manipulation qui était pour moi dégoûtante, pour
employer un terme là aussi poli, je trouvais que dangereuse même un certain nombre de prises de position avec des formules à l'emporte-pièce, raccourcies, et puis même sur certains sujets, je dirais, qui niaient jusqu'à l'existence d'Israël. S'il ne le faisait pas directement, il le faisait indirectement. Donc il joue un jeu dangereux. Et je pense que pour certains, et tout particulièrement Mélenchon 2025, oui, je ne souhaite pas effectivement un jour être amené à voter pour lui. Vous dites que vous faites partie de la gauche réformiste. Vous avez même déclaré que de temps en temps, il y avait un certain nombre de choses qui vous agaçaient au sein du PS. Qu'est-ce qui vous agace là? Qu'est-ce qui vous chatouille? Alors, c'était intéressant de dire que moi, j'ai pris ma carte au parti le 22 avril 2002. Ma décision, c'était au soir du 21 avril, évidemment, après le séisme de l'élimination de Lionel Jospin. J'étais pas toujours d'accord. Moi, je suis issu de l'entreprise privée et je trouvais que sur le monde de l'entreprise, ils étaient parfois un peu à côté, j'ai envie de dire. C'est pour ça que sur le... Et aujourd'hui ? Eh ben, aujourd'hui, je trouve que sur certains sujets, toujours, et peut-être aussi sur le monde de l'entreprise, pas toujours raccord. Je trouve que le Parti socialiste ne parle pas suffisamment aux ouvriers, aux employés, au monde économique, ne parle pas suffisamment, comment dire, de l'industrie, même sur les questions agricoles, je les trouve plutôt sur des positions qui sont des positions de principe. Vous en parlez, ça, avec le président de la métropole? Vous lui dites, ton parti, il n'est pas assez ouvert. Qu'est-ce qu'il vous répond, là? Alors moi, des fois, pour le taquiner, je lui dis que j'ai beaucoup de sympathie pour Arnaud Montebourg. Oui. Et j'ai d'ailleurs toujours eu. Et parce que je trouve qu'il est Alors, c'est sûr qu'il est un peu isolé. Certes, aujourd'hui, on ne peut pas dire autrement, mais... Il y a eu parfois des prises de position, on va dire, un peu baroques, quand même. Oui, mais je trouve qu'à gauche, en tout cas dans cette gauche que moi j'apprécie, il a un côté un petit peu made in France que j'aime plutôt, mais c'est un des rares qui parle d'entreprise, d'entrepreneuriat. C'est pas incompatible. Et d'émancipation via le travail. Je pense que la valeur travail reste une valeur fondamentale. On va avancer. Donc, vous avez sur la valeur travail à noter. J'avais quelques petites questions très locales à vous poser pour terminer, puisque vous êtes aussi un spécialiste de l'habitat. Ce qui se passe en ce moment à l'OMH, à l'Office municipal de l'habitat. Mathieu Klein déclarait ce matin dans l'Est républicain que rien ne serait laissé sous le tapis, qu'il attendait les rapports. Est-ce qu'il n'y a quand même pas un problème de gouvernance quand on va réduire un peu à la hache les effectifs? Est-ce qu'il n'y a pas un peu de brutalité, finalement? C'est ce qu'on lit entre les lignes dans le papier paru dans l'Est ce matin. Ce qui est délicat dans cette situation, c'est qu'on en parle après cette défenestration d'une collaboratrice de l'OMH. Il y a eu des salaires depuis 2022, d'ailleurs. Alors, l'OMH, en 2020, quand il y a le changement de majorité et le départ du directeur, est dans une situation financière exsangue. Sous surveillance de l'organisme qui surveille, enfin qui co-gère, ou en tout cas qui accompagne le logement social, les offices de logements sociaux en France, et à la limite de la tutelle. En parallèle, vous avez un programme de renouvellement urbain, notamment ici sur le plateau de Haye, très très ambitieux, avec des dizaines de millions d'euros à investir. Et donc, l'Office se retrouve dans une situation extrêmement compliquée. L'arrivée d'un nouveau directeur qui vient du logement social, qui était sur Metz, qui vient du logement social, qui a cette vraie fibre, et qui a aussi comme objectif de remettre en selle l'OMH, mais avec les collaborateurs. Donc un certain nombre de personnes partent de l'OMH de manière volontaire. Il y a aussi des situations plus compliquées. Et l'obligation de relever la barre et de tenir, d'être au rendez-vous. Est-ce que l'ambition n'a pas été trop forte, trop prononcée au mépris des conditions de travail ou d'écoute des salariés? Non, je dirais non. Même si, moi j'ai rencontré les syndicats, je les avais déjà rencontrés il y a 2 ans. J'étais hier matin avec Mathieu Klein pour rencontrer les représentants syndicaux. Il y a un vrai attachement à l'entreprise. Il y a une compréhension de la nécessité de faire évoluer l'entreprise. Mais les temps sont difficiles aussi, puisque notamment le logement social aujourd'hui est attaqué de toutes parts, notamment même de la part de l'État, avec des moyens réduits.
cette tension, elle n'est pas liée seulement au changement d'organigramme et à l'arrivée d'un nouveau directeur. Ça serait illusoire et ça serait aller trop vite, ça serait raccourci véritablement. Eux-mêmes disent aussi que parfois, accompagner les locataires, c'est plus compliqué aujourd'hui que ce n'était par le passé. Merci pour votre réponse directe. On va faire vite. J'ai encore une question. On va terminer par une note musicale parce que je suis en train de déborder. Qu'est-ce que vous n'avez, par exemple, jamais déclaré en public et que vous seriez prêt à dire aujourd'hui ? Eh bien que dans mon quotidien, c'est ma foi en Dieu qui m'accompagne dans ma vie de couple, dans ma vie familiale, dans ma vie amicale, dans ma vie même politique. Non pas que je la mette en avant, parce que justement, je n'en parle pas ou très peu, mais que les valeurs portées par ma foi m'aident, oui, au quotidien. Et j'essaye, dans ce que je fais, d'en restituer de façon très laïque, mais dans mes relations aux autres. Merci pour votre témoignage, Bertrand Kling. Merci beaucoup. RCN, www.rcn-radio.org
RCN, www.rcn-radio.org.